Bonsoir, bienvenue dans votre journal du samedi 18 juillet. Ce soir, des infos positives qui éclairent un week-end un peu pluvieux et gris. Voici les titres que nous allons développer. Les croisières reprennent. À minuit, départ du Paul Gauguin, mais aussi à midi de l'Aranui avec une clientèle 100% locale. C'est beau, ça fait du bien et les employés sont ravis. Une nouvelle route à Tahiti, et ce n'est pas de la très controversée route du Sud dont nous allons parler, mais d'un projet pour désenclaver la presqu'île du côté de Taotira, et tout le monde semble d'accord. Une super bonne idée à emprunter peut-être à la Nouvelle-Calédonie. Le territoire interdit les barquettes en plastique. Le texte est entré en vigueur le 12 juillet et de nombreux commerçants et restaurateurs avaient déjà pris les devants. On l'a pensé compromise à cause des pluies battantes de ces derniers jours, mais non, la marche sur le feu a bien eu lieu hier à Punaouia. Le ciel s'est éclairci en partie le temps de la cérémonie, à croire que les dieux polynésiens ont entendu l'appel du Tawa, Raymond Graff. Magnifique, majestueux, réjouissant, le départ de ces deux navires aujourd'hui, le Paul Gauguin ce soir, et nous y reviendrons dans un instant, et l'Aranui qui emporte à nouveau des passagers dans ses cabines désertées depuis le 11 mars dernier. Cabines occupées par des passagers locaux qui ont joué le jeu de la consommation locale. L'Aranui a largué les amarres après plus de 4 mois d'inactivité, coronavirus oblige. 216 passagers ont embarqué pour une croisière de 12 jours, cap sur les Tuamotu et sur les Marquises. Un grand bol d'air frais pour la compagnie qui a d'ores et déjà perdu près de la moitié de son chiffre d'affaires cette année. On va aussi en profiter de cet embarquement grâce à ce reportage de Laurence Pourteau et Patrick Sing-Sing. Vous allez vous présenter avec le tanté qui va vous mettre le pistolet sur la tête, plus en face. En dépit de la Covid et des contraintes liées à l'épidémie, Jennifer et Daniel ont choisi de passer leurs vacances sur l'Aranui. Après un premier checkpoint médical à quai, ils découvrent le bateau. Ils ont dit qu'il n'y aurait que des locaux sur cette croisière-là, donc c'est vraiment ça qui a beaucoup joué. On a 3-4 masques avec du gel en grande bouteille et aussi en petite fiole pour pouvoir mettre dans le sac à dos. À bord, tout est prêt pour accueillir les 216 passagers, tous résidents polynésiens. Employés et équipage appliquent les consignes sanitaires à la lettre sur les 10 étages du navire. Compliqué seulement une certaine organisation, mais sinon... une fois que on s'en sort. Vous avez reçu des consignes très strictes ? Plutôt, oui. Les mêmes respecter les gestes barrières, et plusieurs, entre autres, et plus d'autres en plus, notamment bien quelques bonnes sécurités là. Mais oui, en effet. Pour ce premier voyage d'après-Covid, rien n'a été laissé au hasard, y compris l'hypothèse d'un mauvais scénario. Si on a vraiment un cas, là évidemment on verra avec les autorités. On isolera là les personnes en cabine et puis on a des protocoles aussi pour intervention en cabine avec un équipement complet pour l'infirmière et le médecin. On a des écouvillons pour tester les personnes à bord. Ces écouvillons donc, lors des escales sont éventuellement transmises dans une glacière à l'Institut Louis Malardé et puis en attendant la personne est mise à l'isolement avec donc une surveillance médicale continue. Pour séduire la clientèle, des escales supplémentaires ont été organisées. L'accueil a lui aussi été aménagé. L'équipage d'ailleurs était déjà sur le qui-vive ce matin à 6h30. Les buffets ont été revus pour qu'il y ait des protections, qu'il n'y ait pas de contact. Bref, on a tout revu notre process pour y inclure ces nouvelles contraintes. En 4 mois d'inactivité, la compagnie Aranui a perdu 1700 passagers et 60% de son chiffre d'affaires. Avec la reprise des croisières, elle espère bien compenser en partie cette crise économique qui l'a frappée de plein fouet. Et puis le Paul Gauguin larguera les amarres à minuit, direction les îles sous le vent. Il a été immobilisé depuis le début de la crise, contrairement à l'Aranui qui a continué son activité de fret dans les îles. Cela fait 23 ans que ce navire transporte des croisiéristes en Polynésie. Il vient juste de changer d'armateur et de passer sous pavillon français. En bref, aussi, sachez qu'un rameur a été secouru vers midi au large de Paia. Il dérivait depuis 3 heures dans une mer agitée. Il avait été perdu de vue aux environs de 9 heures ce matin. L'homme de 50 ans a été récupéré par une vedette de la Fédération polynésienne de secours en mer
grâce aux indications du JRCC. Sa pirogue est endommagée et il a eu beaucoup de chance. Les habitants de Taotira vont-ils pouvoir avoir une nouvelle route ? La municipalité a reçu une partie de ses habitants ce matin pour leur faire part du futur projet de route du pays. Un projet plutôt bien accueilli. David Chang et Hiro Terorotua. Le pays présente le projet de la toute nouvelle route de Taotira. Il est seulement question d'une première partie pour l'instant, mais si le projet voit le jour, la route mesurera 1,5 km. Elle reliera la RT3 à l'élevage de crevettes en passant par le lotissement de Papatea. Il y a plein d'enfants là-bas. Alors pour venir à l'école, avant ils venaient à pied et maintenant ils ont le trek. Et le trek, quand ils traversent cet endroit-là, les trous, la mer, le vent, tout. Et quand tu penses à ces enfants-là, c'est un meilleur projet là jusqu'à aujourd'hui. Les habitants n'y croyaient plus. Ils attendent cette route depuis 1987. Le Fatréhaou James Salmon, à l'époque, avait fait ce projet-là. Et depuis James Salmon, ça a été ensommeillé et on luttait toujours contre ce projet-là. Ça a été mis carrément devant le tribunal. Une avancée qui fait la joie de Juliette Nuupure, mairesse de Taotira. Je suis heureuse aujourd'hui. On ressort un vieux projet qui date et il verra enfin le jour. Tout le monde est uni pour la concrétisation de ce projet. Si la population et même les propriétaires fonciers sont plutôt d'accord, il faudra encore faire preuve de patience. Le projet nécessitera un investissement de 800 millions de francs de la part du pays. On part en Nouvelle-Calédonie pour une bonne idée qui inspirera peut-être nos élus. Les barquettes en plastique, bêtes noires des défenseurs de l'environnement, vont disparaître du paysage. Certains commerçants n'ont pas attendu la date butoir de l'interdiction pour remplacer les contenants en plastique par des alternatives plus écologiques, mais pas forcément plus pratiques. Et oui, les contraintes agrobiologiques ont un coût et demandent des efforts. Alors, comment se sont-ils adaptés là-bas ? Voyez ce reportage de Lizzie Carboni et Nicolas Fasquelle. La tendance 2020, bien manger, mais aussi bien consommer. Pour ce service de gamelles basé à Nouméa, le verre prime sur le plastique depuis 3 ans. Une centaine de repas par jour est préparé en cuisine, puis placé dans ces contenants, réutilisables à l'infini et plus respectueux de l'environnement. C'est un investissement de démarrage en termes d'équipement et de matériel et de logistique. C'est-à-dire qu'il faut importer les bocaux qu'on fait venir d'Europe 1 à 2 fois par an. Et après, il y a tout ce qui est stockage après ici dans nos structures. Côté logistique, il faut en effet pouvoir gérer le système de la consigne, supervisé par les livreurs. Plus de 200 contenants de toute taille vont et viennent quotidiennement. Les tournées de livraison matinale permettent de déposer les repas et de récupérer les bocaux de la veille. Une relation de confiance s'établit alors avec le client qui profite d'une consigne entièrement gratuite, gérée de A à Z par l'entreprise. Il faut qu'ils soient nettoyés au préalable à la main, ensuite passés en machine sur un cycle à plus de 120 degrés pour stériliser complètement les bocaux. Ensuite, ils sont séchés, ils sont stockés pour le remplissage prochain du lendemain. L'adaptation a été plus compliquée pour d'autres professionnels. Ici, c'est un contenant à base de pulpe de canne à sucre qui a été choisi. Un matériau biodégradable et compostable, plus fragile et moins étanche que son homologue en plastique, ce contenant biosourcé demande plus de précautions. Avant, c'était automatisé au niveau quand on était avec le plastique. On a dû revoir toute la chaîne de production pour passer tout en manuel avec nos emballages en pulpe de canne à sucre. Maintenant, les nouvelles barquettes ont des contraintes, on ne peut pas mettre beaucoup au niveau de la sauce, etc. Donc on a dû revoir nos menus, les adapter, trouver d'autres alternatives. Près de 1000 barquettes sortent chaque jour de ces cuisines. Outre l'aspect technique, difficile à concilier avec l'alimentaire, il faut compter 41 francs pour une barquette en matière végétale au lieu de 4 francs pour celle en plastique. C'est sûr qu'on a quasiment multiplié par 10 le coût par rapport au plastique. C'est un coût, le coût pur, on a dû le répercuter sur le client parce que l'entreprise ne pouvait pas tout prendre en charge. Par contre, après, nous, l'entreprise s'est adaptée en termes de tout l'aspect technique, chaîne de production, etc. Ça a été pris par l'entreprise. Alors, quelle serait la meilleure solution ? Verre, plastique biosourcé ou matière végétale ?
Chaque année, 40 millions de barquettes en plastique sont jetées en Nouvelle-Calédonie. Voilà, retour en Polynésie. Et pour débuter la page des sports, quelques mots d'une journée récréative organisée par la Fédération de boxe anglaise de Polynésie française. On commence par un échauffement. Plus d'une cinquantaine de boxeurs et boxeuses âgés de 3 à 30 ans se sont entraînés au parc Vairei. Ensuite, ces jeunes se sont répartis dans les différents ateliers mis en place par les entraîneurs, eux-mêmes en formation. Écoutez ces réactions au micro d'Ismaël Tahiata. J'essaie de leur faire travailler des échanges, c'est-à-dire il y a un qui fait l'attaquant et il y a l'autre qui riposte. Voilà. Mais tout en mettant en avant la qualité des coups. Je ne veux pas regarder la vitesse et la force, la qualité gestuelle, la qualité technique. On a des boxeurs de Moréa, de Haroué, de Papeete, de Piret et même de Paea. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger, de voir différents styles, différentes écoles de boxe. Et on a profité aussi de cette journée pour pouvoir inaugurer, on va dire officiellement, le ring gonflable qu'on a commandé et qu'on souhaite pouvoir justement rentabiliser en organisant ce genre de manifestation. 8 catégories de rameurs ont disputé aujourd'hui la Onset Va Race parcours Taone, Maina et retour, soit 18 km pour les plus jeunes et 21 pour les plus expérimentés. Chez les hommes, Steve Taishotata l'emporte pour les seniors. Chez les femmes, Marguerite Temayana s'octroie la victoire. 233 participants, toutes catégories confondues. Et des amateurs nombreux à regarder cette course. Mer calme et assez beau temps sur place. Patrick Tsing a interviewé Daniel Leprado, vétéran de 45 ans, originaire de Tautira. Voici comment il a géré sa compétition. Il y avait le Rohiri et le Kalvi qui ne me lâchaient pas, alors il ne fallait pas que je lâche. Si je lâche, je pense qu'ils vont me prendre la place, quoi. Ah non, je pense que j'avais faim aussi aujourd'hui. Je voulais cette victoire par rapport à samedi dernier. Je suis arrivé 3e, aujourd'hui je voulais être premier pour montrer encore à tout le monde, voilà, je suis là encore. Hein. Je remercie aussi ma presqu'île, Tautira, et ma petite famille qui me soutient beaucoup. Voilà. Et le Seigneur qui m'a donné encore cette place aujourd'hui. Merci. Et nous partons à Bora Bora où des athlètes se préparent pour le championnat de Polynésie de développé couché. Il se disputera en septembre à Tahiti et tous les adeptes licenciés de Bora Bora se sont affrontés hier soir sur le chapiteau de la place Tuvavao pour la dernière qualification de la saison. Plusieurs catégories, des femmes et des hommes et des poids de 60 à 100 kg. Tewi Nohanao a démontré sa puissance dans la catégorie des 100 kg Open en remportant le premier prix. On écoute Tapi Marona, un as de la force athlétique, au micro de Rosana Maïota. Ça demande beaucoup d'entraînement sur chaque sport, peu importe chaque discipline. Tous les entraînements sont vraiment importants dans les compétitions de chaque sport et c'est ce qui a fait la différence ce soir. Voilà, je me suis entraîné comme un fou, hein, on me dit, et voilà, le résultat est là. Voilà pour le sport. Et puis c'est l'événement culturel qui marque le début de la saison de disette en Polynésie. Si vous nous avez suivis hier soir, vous savez que la cérémonie traditionnelle du Umuti a bien eu lieu hier soir au Mahana Park à Punauia. Plus de 300 personnes ont marché sur les braises. Retour sur la soirée de cérémonie avec David Chang et Patrick Tsing. Des pierres brûlantes et ensorcelées sur lesquelles le public peut marcher. Aux temps anciens, sous ces pierres brûlaient des racines sacrées de Auti, une plante qui permettait de surmonter la période de disette entre juillet et décembre. La pluie s'est invitée hier, c'est rarement le cas. Selon Raymond Graff, c'est une volonté des dieux. On a voulu que ça tombe la pluie, il n'y a pas de problème. Mais cela va s'arrêter tout à l'heure, je suis sûr, il n'y a aucun problème pour cela, pour le reste de la cérémonie. Ils attendent le cérémoniel. Une fois le cérémoniel ouvert, tout s'arrêtera à ce moment-là. Tous suivaient à la lettre les recommandations du prêtre. Dans le public, il y avait même un couple qui a confié son mariage au Tahua. Je voulais découvrir un peu à ma future fiancée bientôt comment nous on purifie un peu, hein, c'est le Umuti. Ouais. C'est important qu'il y ait cette cérémonie pour vous? Ah oui, très important. Ouais. Déjà pour notre mariage et pour avoir notre bébé aussi, c'est un projet aussi. Florian et Marion sont arrivés de France la veille. Le couple est conquis. C'est pour purifier, du coup j'espère que ça va purifier et puis ça va faire un nouveau départ un peu pour le début de l'été et tout ça. Et puisqu'on vient d'arriver, du coup ça fait
sacré. La bonne fortune pour tout voyage. Voilà. Le public était également invité à inhaler profondément la fumée générée par le Humuti, une fumée qui devrait réaliser les vœux de chacun dans les 2 ans à venir. Vous avez remarqué, hein, pas de masque, hein, vraiment. Voilà pour les infos. Ce soir, je vous en rappelle la principale. Un projet de route de montagne pour désenclaver Taotira que les habitants attendent depuis 33 ans. Et au miracle, pas d'opposition pour le moment. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à son terme. Demain matin, les infos en radio seront présentées par Tita Wadoum et Abinera Temataotoa. Avec Belinda, on vous retrouve demain soir pour les éditions télévisées. Et on se quitte sur ces belles images de la marche sur le feu tournée hier soir par Patita Savea. Très bonne soirée, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet